Alors, pour la notation, donc, pour la notation, j'ai taux 1 multiplié scalairement par taux 2, qui est égal à R1 multiplié par, scalairement par U2 plus R2 multiplié scalairement par U1. Alors, pour l'égalité de deux torseurs, alors si deux torseurs sont égaux, si leurs résultantes sont égales et leurs moments en un point M sont égaux. Alors, conséquence de ceci, pour que deux torseurs soient égaux, il faut tout simplement que leurs résultantes soient égales et que leurs moments en un point soient égaux. Alors, si leurs moments en un point sont égaux, leurs résultats sont égaux, donc on peut déduire que leurs moments en tout point de l'espace sont égaux. Alors, une nouvelle définition maintenant, c'est ce qu'on appelle l'invariance scalaire d'un torseur. Invariance, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne varie pas, qui ne change pas. Alors, je définis le torseur par son moment en haut et sa résultante. Bon, c'est un torseur qui est défini par ses coordonnées en haut. Alors, cette quantité I, I, c'est tout simplement pour signifier que c'est invariant, qui est défini comme étant le produit scalaire de la résultante et du moment en un point, et indépendante du point O. Elle est appelée invariant scalaire des torseurs ou automoment. Donc, une autre définition, automoment du torseur. Donc, comme moment pour le produit scalaire des torseurs et le automoment pour l'invariant scalaire des torseurs. Alors, la preuve que cette quantité indépendante de O, donc j'ai un champ antisymétrique par hypothèse, donc le IO' est égal IO plus R vectoriel OO'. Alors, je multiplie scalairement par R les deux égalités, et là on tombe sur un produit mixte dans lequel deux vecteurs sont collinaires. Et on déduit que R scalaire UO' est égal à R scalaire UO. Et par conséquent, cette quantité-là est indépendante du point O. C'est ce qu'on appelle l'invariance scalaire du torseur. Bon, une autre définition, un axe central du torseur. Bon, donc on appelle axe central delta d'un torseur qui est défini par ses éléments de réduction avec R différent de 0. Donc là, c'est à noter. On va indiquer par la suite que si R est égal à 0, c'est-à-dire si la résultante est nulle, le torseur ne va pas admettre d'axe central. Donc l'axe central existe uniquement dans le cas où la résultante est différente de 0. Alors on appelle axe central delta le lieu des points P tel que UP vectoriel R est égal à 0. Alors, l'axe delta, c'est l'axe delta. Donc, cet axe admet la résultante comme, on peut considérer la résultante comme un vecteur directeur. Et si je prends n'importe quel point appartenant à l'axe delta, je vais avoir UP vectoriel R est égal à 0. Ça veut dire que le moment et la résultante sont collinaires. Si le point où on a calculé le moment est un point qui appartient à l'axe central. Alors, l'équation de delta, bon, c'est assez simple. Donc, on prend un point P qui appartient à delta. Donc, on va avoir la définition qui est vérifiée. Donc, on doit avoir UP vectoriel R est égal à 0. Alors, puisqu'il s'agit d'un champ antisymétrique, je vais décomposer UP sous cette forme-là, donc en passant par un point O, tout à fait quelconque, qui n'appartient pas nécessairement à delta, et j'écris UP est égal UO plus R vectoriel OP, multiplié vectoriellement par R est égal à 0.
On effectue, c'est UO vectoriel R plus R vectoriel OP entre parenthèses multiplié vectoriellement par R, c'est-à-dire on obtient un produit, un double produit vectoriel dont le résultat est le suivant. C'est R2 OP moins R scalaire OP fois R, et ceci doit être égal à 0. Alors, ce qu'on est en train de chercher, c'est, on est en train d'essayer d'isoler le OP. Alors, le O, ça peut représenter par exemple l'origine d'un repère de travail quelconque. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On doit éliminer cette quantité. Alors, pour l'éliminer, donc, on doit multiplier cette égalité vectoriellement par R. Donc, je vais avoir R vectoriel UO vectoriel R plus R2 R vectoriel OP. Et puis là, je vais avoir R vectoriel R. Donc, cette quantité-là disparaît. Et ensuite, je factorise par R. Bon, je peux factoriser directement dès le départ. Bon, parce que là, on peut écrire directement, si on multiplie vectoriellement par R, donc on peut écrire R vectoriel UO vectoriel R plus R2 OP est égal 0. Alors là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un produit vectoriel qui est égal à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le vecteur R et cette quantité que vous avez ici sont deux quantités qui sont collinaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un mu qui appartient à R tel que UO vectoriel R plus R2 OP est collinaire à ce R-là. Bon, c'est tout à fait normal puisque leur produit vectoriel est égal à 0. Et donc là, il devient facile d'isoler le vecteur OP. Je peux écrire sous la forme mu sur R2 fois R moins le moment en O multiplié vectoriellement par R divisé par R2. Donc là, c'est un scalaire. Là aussi, c'est un scalaire. Et ce rapport-là, donc je peux le noter lambda. Et donc je vais avoir OP est égal lambda fois R. Et puis là, donc j'utilise les propriétés du produit vectoriel. Et puis j'écris UO vectoriel R comme moins R vectoriel UO avec ce signe moins. Donc je vais avoir ici un plus. Alors tout point P qui appartient à l'axe central doit vérifier cette relation vectorielle. OP est égal lambda R plus R vectoriel I de O sur R2 avec lambda appartenant à R. Alors, remarque, l'axe central d'un torseur tau est la droite delta de vecteur directeur R. Bien évidemment, la résultante est toujours portée par l'axe central et passant par le point P0, tel que OP0 est égal à R vectoriel I de O sur R2. Alors, ce OP0, donc on le déduit de cette relation-là lorsque lambda est égal à 0. Si lambda est égal à 0, P devient P0 et on obtient OP0 est égal à R vectoriel UO divisé par R2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le OP0 est perpendiculaire à R. Et puisque le R est porté par le support, donc le vecteur P0 est perpendiculaire à la droite delta, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe central du torseur. Donc là, on va classer les torseurs. Alors, premier torseur particulier, on va l'appeler glisseur. Alors, le torseur est un glisseur si son invariance scalaire est nulle. Alors, l'invariance scalaire, c'est la résultante multipliée par le moment. Ceci est égal à 0, mais il faut absolument que le R soit différent de 0. Alors, pour un glisseur, vous avez l'invariance scalaire qui est égale à 0, mais il faut que la résultante soit différente de 0. D'accord?
Alors, remarque, sur l'axe central d'un glisseur, on a le moment UP est égal à 0. C'est-à-dire, si je prends P appartenant à delta, si le torseur est un glisseur, alors dans ce cas-là, on va voir UP est égal à 0. Pourquoi? Parce que le vecteur UP va vérifier deux conditions. Puisque P appartient à delta, donc le UP doit être parallèle à R. Et puisqu'il s'agit d'un glisseur, donc nous aurons R scalaire UP est égal à 0. Et donc j'ai un vecteur UP qui est perpendiculaire à R, qui est en même temps parallèle à R. Mais R est différent de 0. Alors la seule possibilité qui reste, c'est que le UP doit être égal à 0. Alors sur l'axe central d'un torseur, le moment est nul si je prends un point qui appartient à cet axe. Bon, on a un autre type de torseur, c'est ce qu'on appelle un couple. Un couple, c'est un torseur dont la résultante est égale à 0. D'accord? Alors, bien évidemment, son invariant scalaire est nul, mais dans ce cas-là, le champ va devenir indépendant de M, c'est-à-dire il va devenir uniforme. C'est-à-dire si je prends deux points N et M, je vais avoir UN est égal UM plus R vectoriel Mn, puisque R est égal à 0, je vais avoir UN est égal UM, quel que soit NM appartenant à l'espace affine. Donc on va avoir un champ de vecteurs uniforme. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'axe central. Donc souvenez-vous que avant de définir l'axe central, nous avons dit qu'il faut que la résultante est différente de 0. Alors, si la résultante est égale à 0, alors le torseur n'admet pas d'axe central. Donc, par conséquent, le couple n'admet pas d'axe central. Alors, proposition, le torseur TO peut se décomposer en la somme d'un glisseur et d'un couple. Bon, c'est une décomposition triviale, donc je prends le torseur. Bon, je prends le moment nul en un point, la résultante, donc là j'obtiens un glisseur puisque la résultante est différente de 0. Et puis je prends une résultante nulle et le moment en un point quelconque. Donc là j'ai la somme d'un glisseur plus un couple. Alors bien évidemment, cette décomposition n'est pas unique. Il y a une infinité de décompositions possibles qui dépendent du choix de O. Alors, voilà, donc on a fait le tour de ce chapitre. Donc, j'ai essayé de résumer dans la mesure du possible le contenu de ce chapitre. C'est un contenu qui est clé. Et donc, dans le premier chapitre, format PDF qui sera mis à votre disposition, donc vous aurez 10 exercices d'application directe de ce cours. Bien évidemment, ce sont des exercices complémentaires qui vont vous aider à apprécier, donc à mieux comprendre le contenu de ce cours. Donc, alors, bien évidemment, nous restons à votre disposition. Si vous avez besoin de quelque chose, donc vous pouvez toujours nous contacter. On va faire de notre mieux pour que ce cours-là se déroule dans les meilleures conditions et pour que vous appreniez le maximum.